Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Laurence Michel Bonjour Marius. et aujourd'hui on va parler du lien parce que Laurence a été enseignante en primaire pendant 25 ans et tout ça, ça l'a amené à écrire un livre parce qu'elle va justement nous parler de ce contexte parce que ce sujet de lien qui est fondamentalement notre humanité, qui pourrait être considéré comme la base, et ben dans les faits c'est pas aussi simple que ça. Tout à fait, surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit. Mais de toute manière, ce livre, c'est un parcours, un cheminement véritablement que j'ai vécu à la fois dans ma vie de famille et au sein de l'école avec les élèves en face de moi. Il y a vraiment deux facettes dans ce livre, l'enseignement, ce que tu as pu observer et ton contexte à toi, parce qu'évidemment il y a plein de profs, ce qui t'a amené à parler de ce sujet-là, ce qui t'a amené à en faire un livre, c'est évidemment que c'est quelque chose d'important pour toi, dans ton contexte à toi. Par quoi est-ce que tu veux commencer? Est-ce qu'on va aller peut-être un peu plus loin sur l'école d'abord et ensuite on ira sur ton contexte? Alors, moi, je vais plutôt, si tu me permets, faire l'inverse. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je pense que on n'écrit jamais un livre comme ça, c'est jamais anodin. Moi, j'ai eu un parcours familial un peu challengeant, même beaucoup, et notamment aussi avec l'un de mes fils, où les relations étaient à un moment très conflictuel, et il a fallu que je me remette en cause moi-même pour transcender tout ça et arriver à tisser des liens qui sont juste magnifiques à l'heure actuelle. Donc, ça a été déjà un premier, on va dire, starter pour moi, un premier boost pour avoir cet élan-là. Et puis, dans le contexte de l'école, j'ai beaucoup enseigné en quartier populaire et les enfants, j'avais remarqué que les enfants venaient le matin avec souvent des bagages émotionnels très lourds. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer dans le contexte des apprentissages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des pratiques complètement de façon intuitive pour que l'enfant se sente bien en entrant en classe. Et peut-être avant Ouais, d'aller jusqu'aux pratiques, on oui, va peut-être essayer de clarifier tout ça. Je sais que moi, c'est quelque chose qui me parle parce que en tant qu'enfant, très très tôt, j'ai ressenti, mais même, bon, j'ai des parents qui poussaient un peu leurs émotions, etc. Et moi, très tôt, justement, j'ai vu cette chose, ce poids. Bon, on met pas tous des mots de la même façon. Je sais que ma sœur, moi, j'avais ressenti une grande pauvreté et que j'ai associé au poids à plein de choses. Ma sœur, elle a pas vu la pauvreté. Je sais pas exactement ce qu'elle a capté. Et on s'est construit différemment par rapport à tout ça. Et je sais que moi, j'ai très tôt compris que mes parents portaient beaucoup de poids. Eux, ils n'étaient pas capables de mettre le mot émotion à l'époque, moi non plus. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est enfouir tout ce que je vivais pour pas lui mettre de poids sur eux, ce qui n'était pas spécialement une bonne stratégie non plus. tout à fait. Et les émotions sont hyper importantes en fait. Des émotions qu'on refoule, ça va créer, par exemple, dans le contexte des élèves que j'avais face à moi, des élèves qui vont sembler agités, il y en a qui vont être tristes, introvertis. Tout ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été, leur émotion n'a pas été vue, entendue et reconnue. Et une fois qu'on fait ça, les portes s'ouvrent et en fait, les enfants après peuvent rentrer dans les apprentissages. Ça, c'est au niveau scolaire. Et au niveau familial, c'est pareil en fait. C'est juste apprendre à parler le langage des émotions. Mais je sais que ça, dans notre société, c'est un petit peu compliqué, mais je suis là en fait pour enseigner ça aussi aux parents. Et donc, il y a apprendre à parler le langage des émotions et aussi comprendre qu'il y a d'un côté les émotions de notre enfant et de l'autre côté l'émotion des parents, nos émotions à nous, et que les deux doivent être travaillés. Et c'est quelque chose qui est peut-être un peu surprenant dans ton livre, où tu dis vraiment la mère, et peut-être ça aussi, ça peut être un sujet dans notre Ouais. société, pourquoi d'abord la mère? Ouais. Qu'est-ce que fait le père dans tout ça? Et donc, ce que tu dis, c'est que la mère doit d'abord travailler sur elle, sur ses propres émotions. Tout à fait. Je dis souvent, nos enfants sont nos instructeurs. Les enfants, ils sont là, ils appuient sur tous les boutons. Alors, si tu as besoin d'aller introspecter sur la colère, ton enfant, il va venir justement appuyer sur le bouton colère pour que tu dises ok, j'ai des parts de moi qui sont en colère, je vais les regarder, je vais les apaiser. Donc, c'est déjà commencer par son monde intérieur avant d'aller et d'obtenir et de se dire « Ok, je vais essayer d'arriver à telle ou telle chose avec mon fils ». Non, c'est vraiment d'abord soi, d'abord s'apaiser à l'intérieur de soi et après, ce qui est magique, c'est que tu arrives à être en présence de ton enfant parce que ton monde intérieur est beaucoup plus apaisé. Ça, je le montre, c'est un chemin, c'est l'une des voies possibles. C'est moi qui l'ai vraiment expérimenté au fil de ces années. Ce que j'entends vraiment dans ce que tu dis, c'est que contrairement à ce que font beaucoup, ou aujourd'hui je trouve de plus en plus, il y a une vision de l'enfant comme quelque chose qui est en cours de développement.
pas comme quelque chose de fini, pas comme quelque chose qui a des choses à apporter à part entière. Et toi, justement, quand tu dis en tant qu'instructeur, pour moi, un instructeur, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et je sais que c'est aussi un truc. Moi, j'ai un cousin il y a pas longtemps qui a un enfant et on faisait un baptême. Moi, je suis pas du tout religieux, mais il se trouve que le prêtre lisait une partie de la Bible, blablabla. Et en fait, ce que j'entendais, c'est que d'un côté, il y a un message qui nous dit les enfants, il faut les considérer, il faut les respecter à part entière, c'est des individus. Et je sentais vraiment que le prêtre, parce qu'on est tellement mis dedans tous, que le prêtre prenait ce message-là et le retoucher en fait pour essayer de plus en plus de faire quelque chose de plus souple où on va de plus en plus s'accepter à étouffer l'enfant. Il est turbulent, il fait du bruit, mais c'est pas le moment. Alors on fait un baptême, c'est le moment de l'enfant. S'il y a un moment où les enfants ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, ça devrait être là. Et même là, c'est pas le cas dans notre société. Oui, tout à fait. En fait, je pense que les enfants, justement, on les prend pour des enfants, mais en fait, ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Pour moi, les enfants sont les miroirs, sont nos miroirs. Donc, ce qui est intéressant, quand on comprend ça, on se dit plus je suis là, je suis l'adulte et je suis là pour t'enseigner des choses. C'est un échange virtueux entre l'enfant et le parent. Et vraiment, moi, je vais te dire, c'est un cheminement aussi. Dans notre société, souvent, les femmes, on s'oublie aussi. Par rapport à nos enfants, on met nos besoins vraiment en tout dernier lieu. Parfois, on va même se sacrifier, je dis vraiment le mot, parce qu'on s'oublie totalement. Moi, ça a été l'un de mes chemins. Et c'est pas vraiment inspirant pour l'enfant. Je pense que l'enfant, ce qu'il veut, c'est quoi ? C'est une mère ou un père épanoui, bien dans ses baskets. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours de revenir à soi et puis aussi de permettre à l'enfant d'être lui-même. Si l'enfant, là tu me parlais justement de ce contexte-là, si l'enfant, il a envie d'exprimer sa joie, laissons-le exprimer sa joie. Ça fait partie des émotions. La joie est une émotion comme la tristesse, comme le dégoût, comme plein de choses en fait. Donc on n'a pas à réprimer ces élans. Et justement, c'est assez rigolo ce que tu dis parce que moi, je me suis souvent dit, les adultes, qu'est-ce qu'ils sont ennuyants. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on se dit, on est adulte, on doit être comme ci, comme ça. Non, on a besoin de faire rayonner aussi notre propre enfant intérieur. Et ça, j'ai un chapitre dessus qui parle de notre enfant qui est là, de notre naissance jusqu'à notre mort, en fait. Il est là, à nous de le faire rayonner. Et c'est assez amusant parce que plus on fait rayonner notre enfant intérieur, plus on attire aussi les enfants. C'est vraiment dingue. Moi, souvent, je faisais des blagues en classe ou avec mes enfants ou avec d'autres enfants que je croisais comme ça, d'amis. Ils adorent ça. Et ça permet une connexion émotionnelle instantanée. C'est très intéressant. C'est pas forcément quelque chose qui m'a parlé, mais c'est sûr que aussi dans ce que tu dis, l'enfant a besoin d'un modèle, d'une façon de vivre, d'exprimer tout ce qu'il a. Et c'est sûr que quand d'un côté tu as l'enfant qui est complètement dans l'émotionnel, et aujourd'hui on essaie de plus en plus de construire des adultes qui opposent l'émotionnel au rationnel, alors que ça devrait travailler ensemble. Mais bref, on a des adultes qui sont complètement à l'opposé. Donc forcément, le lien il va être très éloigné entre l'adulte et l'enfant aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Et c'est très intéressant, toujours, je te dis, de laisser l'enfant être, de l'observer, de regarder ses tendances pour arriver à créer du lien. Par exemple, si l'enfant, en revenant de l'école, il a envie d'être tranquille, ne pas lui dire « Ok, allez, maintenant c'est les devoirs, Moi, c'est ce que j'ai fait, je voulais une structure. Et en fait, la structure enferme l'enfant. Et aussi, elle lui envoie un message qui est « J'ai pas confiance en toi, je dois surveiller telle ou telle chose. » Non. Faire confiance à l'enfant. Plus tu lui fais confiance, tu n'as même pas besoin de le dire avec des mots. Il y a le langage qu'on appelle non-verbal. L'enfant le sent et l'enfant va se poser. C'est assez incroyable. Par exemple, il y a des enfants, ils ont besoin de décompresser avant de commencer à se mettre à faire leurs devoirs. Mais laissons-les. Laissons-les et nous faisons preuve de flexibilité. C'est pas facile, la flexibilité, mais c'est du lâcher-prise et je pense que ça permet aussi de se déposer, d'être dans un contexte beaucoup plus calme, de s'écouter et de créer du lien aussi, plus facilement. Si par exemple je te dis, imagine, allez, tu as quelques années en arrière et je te dis, Marius, va ranger ta chambre. Est-ce que tu as envie de la ranger, ta chambre ? C'est une injonction. Mes parents avaient une autre méthode qui était de si tu ranges pas ta chambre, tu ne manges pas. Voilà, tu vois. Et donc ça s'appelle des injonctions parentales. On les a tous reçues et c'est ce qui a créé notre identité en fait. Mais on n'est pas ça.
Enlevons ces injonctions et laissons briller qui nous sommes vraiment. Ça, c'est très important. Et le lien, si on veut créer du lien avec son enfant, soyons authentiques en fait. Essayons d'être vraiment pleinement nous-mêmes. C'est très important et c'est très inspirant pour l'enfant. Non, c'est sûr, et je sais que moi je me suis pas mal renseigné sur. Enfin, j'aime bien écouter des podcasts, voir comment les personnes vivent, etc. Je sais que la personne que j'aime beaucoup, c'est Alexandre Astier, notamment pour son discours par rapport à l'école et comment il a éduqué ses enfants, parce qu'il a pris une méthode très particulière. Et je trouve ça très inspirant de voir justement ces parcours qui prennent des différences. Et globalement, les personnes qui ont une sensibilité artistique, qui se relient complètement à l'émotion, hein. Quand tu regardes dans les films, il y en a qui ne savent pas, mais la magie, c'est les émotions en fait. Euh, Tout ce qui va être artistique va toucher justement aux émotions. Ils captent un peu mieux ça. Et ils ont une façon d'élever les enfants qui est, je trouve, très intéressante. De toute façon, dans notre société, les émotions, on n'a pas envie de les vivre. Parce que, et même moi, hein, souvent, on m'a dit, en fait, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais la sensibilité, c'est pas de la faiblesse. La sensibilité, c'est justement une force à exploiter et à exprimer. Et par exemple, dans le cadre de mon livre, j'ai mis énormément de temps, en fait, à le sortir. Pourquoi ? Parce que voilà, j'écris des choses qui sont authentiques et qui parlent de moi. C'est pas forcément évident de se mettre en lumière et de montrer ça, mais en même temps, je veux tellement aider les parents. Je trouve que c'est un sujet vraiment que j'adore, la famille, les liens, etc., que je me suis dit autant être authentique et montrer ma vulnérabilité. Mais ça, c'est pas quelque chose que l'on trouve beaucoup dans la société et c'est important pourtant, c'est tellement important. Je t'assure que même dans un contexte que j'ai 2 enfants, 25, 27, 30 enfants devant moi, quand on parle d'émotions, les enfants, c'est incroyable, ils s'ouvrent. Quand ils arrivent à se déposer émotionnellement, à dire bah voilà, moi aujourd'hui je me sens comme ci, comme ça, ou qu'on fait des petits jeux, ou la magie opère, l'enfant se pose et se calme. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est extrêmement important, en tout cas les émotions. Je pense que dans notre société, ça serait important de se dire, ok, il y a la sphère du mental qui est très sollicitée dans notre société. On est beaucoup dans la société du faire, du paraître et on va dire des résultats concrets. Mais il y a toute la sphère émotionnelle. On est fait, en fait, de cette sphère émotionnelle aussi à l'intérieur de nous. On a tout un monde qui vit, qui est vivant, qui nous parle à chaque instant. Et si on arrive à décoder ça, ben, c'est ça qui va créer aussi du bien-être chez nous et chez notre enfant. Donc, c'est très important pour moi, vraiment. Ouais, on sent vraiment que c'est au cœur de tout ça. Oui. Et il y a vraiment 2 parties. Comprendre que y a ce qu'on vit en tant qu'humain. Et en fait, tout ça, c'est ce que tu redis, c'est notamment le contexte de la société autour de nous qui fait que les émotions, on a du mal, qui fait que considérer l'enfant, qui fait que tout ça. Et même aussi, je pense que quand on commence à avoir conscience de tout ça, on commence à voir la difficulté du truc, parce qu'on peut protéger notre enfant, l'aider avec ses émotions, mais il y aura toujours un monde qui sera plus ou moins hostile. Et c'est aussi une décision que prennent certains parents pour le protéger de tout ça, parce que le monde c'est de la merde, parce que etc. Ils disent bah non, moi j'ai exprimé mes émotions, je l'ai mal vécu, il va falloir que toi tu les exprimes pas. Ce qui n'est pas possible en fait. Humainement, c'est impossible. Exactement. Ben, c'est notre humanité, hein, les émotions, hein, de toute manière. Et d'ailleurs, dans le livre, on va dire le fil conducteur de tout ça, c'est être avant de faire. Tu ne peux pas obtenir de résultats avec ton enfant, créer du lien, si tu ne vas pas d'abord en toi, si tu ne vas pas regarder ton monde intérieur et ce qui s'y passe. Parce que ton enfant, comme c'est une éponge aussi émotionnelle, hein, jusqu'à un certain âge, il capte tout, même sans rien lui dire. Il capte tout. Je vais te donner une anecdote personnelle. À l'époque, mon enfant avait, je crois, 10 ans, 11 ans. Et il revenait de l'école. Et un jour, il me dit « Mais maman, arrête de forcer ». Et je le dis dans mon livre, arrête de forcer. J'en rigole maintenant, mais je comprends tout à fait. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire, mais laisse-moi un peu respirer et fais-moi confiance. Mais moi, je ne comprenais pas, je n'étais pas en mesure. Pour moi, je voulais lui donner une structure, un cadre, pas rigide, hein, mais un cadre quand même bienveillant avec, voilà, on rentre, on fait les devoirs, on prépare le repas, tu vas prendre ta douche. Mais ce n'est pas vraiment ça, en fait. Qu'est-ce que voulait mon fils ? Il voulait que je le laisse faire ce qu'il voulait sur le moment. Par exemple, lui, il aimait bien se détendre d'abord avant de commencer ses devoirs. Moi, je ne l'entendais pas. Donc, il avait l'impression que je forçais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu forces ? Le lien, en fait, il est conflictuel. Mais quand tu laisses respirer les choses, le lien se détend. Et ça, c'est hyper important, en fait. Moi, c'est tout un cheminement, mais c'est ça que je veux transmettre aux parents aussi. Franchement, les parents, le conseil que je leur donnerais, c'est observe ton enfant.
Très important. Chaque enfant, il a sa propre unicité. Chaque enfant, il a ses propres réactions. Laisse-le être lui-même, observe ses tendances et tu vas voir la relation va petit à petit se poser, se déposer et le lien va se renforcer. Peut-être que tu peux expliciter un peu plus, j'ai du mal Oui. à voir tout ça parce que il y a aussi d'un autre côté, ce que certains pourraient dire, c'était que si jamais je dis pas à mon enfant de faire ci, de faire ça, il va lui arriver tel truc. Et puis, mais c'est aussi la vision qui est propagée. On a entendu Elisabeth Borne dire que dès 6 ans, il fallait que les enfants commencent à réfléchir à ce qu'ils vont mettre dans Parcoursup, ce qui est une aberration totale. Non, tout à fait. Là, c'est même d'ailleurs, là, moi, j'ai des enfants, en fait, c'est des ados, c'est même plus des enfants, c'est des ados et bientôt jeunes hommes. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, le premier a 15 ans. Mais c'est OK, en fait. Moi, je lui dis, fais-toi confiance. Les mots que l'on emploie, qui sortent de notre bouche, c'est extrêmement important. Plus on va lui dire « Oh là là, attention, renseigne-toi », plus on va mettre d'emphase sur le stress, l'anxiété. C'est nos propres projections. Et l'enfant, il va les recevoir, il va être encore plus stressé. Plutôt revenir à soi et se dire « Ok, et si j'arrivais à lui faire confiance ?» Cette phrase, elle est magique, Marius, je te jure. « Et si ?» 3 petits points. Et tu poses la question. « Et si ?» Ça ouvre le champ des possibles. Tu n'es plus dans quelque chose de restrictif. Et c'est juste magnifique. Donc, moi, je vois, par exemple, dans le contexte de mes ados, je leur ai dit, mais en fait, déjà, d'une part, tu as le droit de te tromper. Combien de fois, moi, quand j'étais enfant, il ne fallait pas se tromper, il fallait attention, nanana. Non, tu as le droit de te tromper. Et si tu prends une voie professionnelle qui ne te correspond pas, c'est pas grave. Tu recommences et il n'y a pas d'erreur. C'est juste des expériences. Ça, c'est vraiment la vie qui m'a expliqué ça. J'ai toujours cru que parce que j'avais pris telle ou telle voie, c'était une erreur. Non, 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 non. C'est juste un chemin que j'ai pris à un instant T et qui m'a appris des compréhensions et qui m'a même apporté des cadeaux cachés aussi, tu vois. Donc, vraiment arriver à se poser, à se déposer. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle de la respiration dans le cœur, des choses comme ça qui nous aident à... on descend la pression. La vie, tu vois, elle est tellement speed, on est tellement pris dans une sphère infernale que c'est important de s'octroyer des moments à soi. Tu vois, très important. Je suis un très grand croyant de vraiment prendre le temps, prendre du moment à soi, prendre beaucoup de distance avec tout ce qui se passe. Hein. Et aussi que, moi j'ai fait une prépa. Prépa, c'est une mentalité un peu spéciale. Et donc, par exemple, vraiment, le prof de physique nous disait que mot pour mot, il fallait jamais faire de pause, tout le temps garder la tête dans le guidon, comme si on courait le Tour de France. Parce que si jamais tu fais une pause, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre le rythme, tu peux douter, etc. Il peut arriver plein de choses. Et donc en vrai, l'idée, c'est vraiment que pendant 2 ans ou 3 ans, tu travailles, tu ne réfléchis pas, tu ne prends pas de vacances, tu ne fais rien, tu fais que travailler, justement pour pas te poser de questions, pour pas t'ouvrir au monde. Ce qui est vraiment humainement à vivre, c'est très très difficile à vivre la prépa. Et tu mets ça dans des contextes de jeunes qui sont en période de se construire, mais qui aussi, en fait, la prépa, c'est aussi un moment où tu sais pas vraiment où tu vas, mais il y a ce message où, en grande partie porté par mes parents, de tu fais cette prépa, après tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Et vraiment cette notion de, tu as un diplôme d'ingénieur, tu peux être photographe, pas de souci. Pas exactement comme ça que le monde marche, mais c'est vraiment ça que moi on m'a appris dans mon parcours scolaire, quoi. Justement, j'aimerais te poser la question. Quand on te disait « tu dois », le fait de dire « tu dois », comment tu te sentais, toi, à l'intérieur de toi ? Moi, ça marchait pas du tout. Voilà, parce que c'est une injonction, c'est ce que je te dis. C'est comme un enfant de 8-9 ans, tu lui dis « tu dois ranger ta chambre, sinon… » Mais moi, franchement, on me dit ça, j'ai pas envie. Par contre, et si tous les deux, on allait ranger la chambre, tu trouves pas que ça serait sympa pour… voilà, t'as ta copine qui vient dans 2 heures, ça va être génial. Et tu vois, tu mets de la joie, ça change tout. Au niveau énergétique, ça change tout. La façon dont tu présentes les choses va avoir un impact sur ton enfant et les actions après. Des fois, les parents, ils se rendent pas compte, ils te disent « Non, bon, t'as pas forcé à faire ça, et patati patata ». Et il faut aussi comprendre que, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, que les parents n'ont pas forcément besoin de dire bon, par exemple, pour la chambre, ils étaient très clairs. Tu ranges la chambre ou tu ne manges pas. Mais l'école, ils étaient un peu moins clairs. Mais par contre, dans leur ressenti et toute l'importance qu'ils parce que des difficultés personnelles, etc., toute l'importance qu'ils mettaient sur le diplôme, que voilà, ils étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas pu l'avoir, parce que voilà, ils ne comprenaient pas spécialement que le contexte change, le monde change, plein de choses qu'ils ne prenaient pas en compte. Et vraiment, c'était leur peur qui mettaient, et sans avoir besoin de me forcer, juste cette peur était tellement présente que je la vivais, quoi. Exactement. D'où l'importance, et ça, je reviens toujours à ce message-là.
Les parents, ils ont une vraie responsabilité, en fait, envers leurs enfants. La responsabilité, elle est prends d'abord soin de toi-même avant de dire des choses à ton enfant, avant de lui donner des conseils. Reviens en toi, parce que ça vient chercher des choses. Tes parents, par exemple, quand ils te disaient, ils le faisaient pour ton bien, c'était leur évolution de toute manière, et c'est encore leur évolution quand ils te parlent. Mais effectivement, s'ils s'étaient rendus compte qu'il y avait, des parts d'eux qui étaient très angoissés, très stressés, etc., peut-être que s'ils avaient trouvé des moyens pour s'apaiser, ils auraient peut-être eu un langage différent avec toi. C'est pour ça, d'où la responsabilité quand on a un enfant, c'est d'abord de prendre soin et de nourrir, et ça je le dis, ses propres besoins. Peut-être que tes parents, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais peut-être qu'ils auraient aimé avoir une carrière autre que ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils t'envoient leur propre projection. Et ça c'est une responsabilité de faire ça. C'est une responsabilité et un poids pour l'enfant. Des fois, l'enfant, tu sais, tu as déjà entendu parler... certains, par exemple, avaient envie d'être très artistiques, avoir une carrière artistique, mais les parents étaient, par exemple, je dis, médecins. Ah ouais, mon fils soit médecin, etc. Ou soit plombier, ou prend cette entreprise. L'enfant, il se sent obligé, en fait, de suivre ce que les parents ont dit. Il y a une sorte de... il y a un mot de fidélité à toute la sphère familiale. Après, tu vois ? pour le coup, il y a aussi... parce que le métier artistique, ça reste vraiment particulier. Il y a des parents qui ont vécu un milieu artistique et qui n'ont pas spécialement envie de ça pour leur enfant parce que difficultés financières, c'est vraiment pas un secret. Ce qui se passe, c'est que souvent l'enfant va quand même vers un métier créatif parce qu'il n'imite pas autant que des parents qui sont médecins. En fait, toute la responsabilité qui est posée sur les parents, il faut que... Je sais que quand j'en ai parlé avec mes parents, ma mère regrette un peu plus ce qu'elle a fait parce qu'elle travaillait tard, notamment nous, à 10 ans, elle nous a dit est-ce que ça vous pose problème si je rentre qu'à 20h et vous vous débrouillez avant. Tout ça, ma mère, elle regrette un peu. La vie de mon père, c'est plutôt il fallait vous nourrir, il fallait patati patata, donc il fallait faire ça. La notion du 35 heures qui n'existe pas vraiment dans leur tête. Ils considèrent vraiment qu'il fallait faire ça. Ma mère qui a un peu plus ouvert dessus. Et donc, il y a déjà ce que tu peux prendre comme responsabilité, ce que tu attends, ce que tu as la possibilité de faire. Et en plus, à côté de tout ça, il faut aussi essayer de comprendre que le monde change, surtout ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, je trouve. On a un monde qui est quand même assez incertain, des choses qui marchaient avant. Ce que nos parents ont vécu dans l'emploi, c'est pas ce qu'on vit. C'est beaucoup de choses à mettre sur un parent quand même. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais comment était le lien avec tes parents, justement ? Oui, non, c'est... Non, mais j'aimerais bien qu'on en parle parce que finalement... moi, je voudrais revenir à cette notion de lien qui est fondamentale. Tu n'as pas besoin... par exemple, moi, j'avais un père qui travaillait beaucoup et qui n'était pas vraiment présent, d'accord ? Ah ouais, ça me parle. Mais en fait, voilà, ça te parle. Mais finalement, et puis il n'avait pas appris, en fait, à créer vraiment du lien avec moi. Et c'est OK, c'est leur chemin et c'est OK. En fait, l'enfant n'a pas besoin que tu sois en présence de lui pendant des heures. Ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle des temps de qualité. Donc, par exemple, même si ta maman arrivait à 20h, il suffisait simplement qu'elle ait un sas de décompression pour elle, qu'elle se pose un petit peu, qu'elle respire et qu'elle vienne. Tiens, Marius, viens, alors viens, on va échanger, ou viens, on va jouer à quelque chose, ou viens. Et même un quart d'heure. Et toi, tu aurais été nourri dans tes besoins. On a besoin de ce lien. En fait, je reviens vraiment là-dessus, mais c'est ça, en fait, qui crée les relations vraiment profondes avec les uns, avec les autres. C'est ça, cette authenticité et ce temps qu'on s'octroie, mais dans la présence. Tu sais, il y a quelque chose, ça me rappelle à un moment ce que j'ai pu vivre en tant que maman solo. En fait, quand tu as beaucoup de choses qui t'incombent, tu es avec tes enfants, mais tu n'es pas vraiment avec eux. En fait, tu vas faire tout ce qui est le repas, etc. Le petit va dire « Maman, tu peux me faire réciter ça ?» « Ok, tu es partout à la fois. » Et moi, je ne prenais pas de temps pour moi. Et moi, le conseil que je donne aux parents là, c'est prenez le temps pour vous avant, même si vous êtes père ou mère solo, ça fonctionne. Et prenez du temps. Je vais te raconter une anecdote géniale et croustillante qui m'a permis justement aussi de me donner cet élan-là d'écrire le livre. Il y a une petite fille qui est venue me voir, elle était en CM1 il y a à peu près 3 ans. Et elle me dit « Ouais, maîtresse, j'en ai marre, ma maman, elle n'a pas de temps pour moi, elle est tout le temps stressée, puis elle est tout le temps sur son portable, ses écrans, puis elle travaille beaucoup. » Et je lui ai juste conseillé une chose. Je lui ai dit « Tu vois ce qu'on a fait en classe ? Fais-le avec ta maman et découvre le trésor derrière. » Et qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont posées l'une en face de l'autre et elles ont pratiqué ce que j'explique, la respiration dans le cœur, qui crée instantanément de la connexion à l'autre. Ça dure 5 minutes.
Elle est revenue le lendemain, ses yeux pétillaient, il y avait des étoiles. Elle m'a dit « Oh, mais maîtresse, c'est génial. Maman, elle était énervée. Eh bien, c'était terminé après, c'était top. » Et en plus, on a pu créer du lien toutes les deux. Je dis, bah, tu vois, vous allez pouvoir recommencer cette pratique régulièrement. Et la gamine, elle était soulagée. C'est toutes les choses comme ça qui créent beaucoup de valeur, en tout cas pour moi. Tu vois ? Il y a eu une période de ma vie où j'étais pas très doué à l'école. J'ai découvert que j'étais dyslexique. Ouais. Bref, il me faisait faire la dictée parce que j'étais mauvais en dictée. Et ça se passait extrêmement mal, évidemment. Et plus tard, quand on en a parlé, il lui disait bah, j'ai essayé de passer du temps avec toi, je t'ai fait à la dictée, t'as pas voulu. Alors, ça ne compte pas. Non. Bah, en fait, chaque enfant est unique. Ça, c'est un message que j'aimerais faire passer. Chaque enfant est unique. Et toi, par exemple, dans le cas de dyslexie, c'était trouver des choses qui te parlent, en fait. La dictée, c'est peut-être dédié à un enfant qui peut rentrer là-dedans. Toi, tu avais peut-être besoin d'une autre façon. Et peut-être que faire les devoirs avec son enfant, c'est pas spécialement le meilleur moment pour créer du lien aussi. Pour créer du lien, évidemment. Mais je pense que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, en fait. Et je pense que dans l'ancienne génération, ils n'étaient pas encore dans ce cas d'introspection. Par exemple, ma mère, quand elle était à table, elle n'avait pas le droit de parler avec ses parents. Voilà. Donc, bien sûr. Il n'y a pas de doute qu'ils partent de très loin. Et je sais qu'ils ont eu beaucoup de mal. Et c'est aussi... Mes parents, fondamentalement, ils sont gentils, ils ont fait du mieux ce qu'ils pouvaient. Mais il y a l'aspect où les émotions, ils ne savent pas que ça existe. Quand tu travailles trop, pour moi, il faut aussi comprendre, et c'est quelque chose dont tu as parlé, t'es tout le temps, surtout avec leur métier, le contexte fait que t'es tout le temps speed, t'es tout le temps stressé. Et quand tu vas faire des choses avec tes parents, tu le fais, avec tes enfants, tu le fais parce que tu considères que tu dois le faire, tu le fais en vitesse, t'es toujours constamment, ma mère elle était constamment sous pression, beaucoup dans les interdictions, bref. C'était une relation, il y a quand même une relation qui est plutôt conflictuelle, quoi. Tout à fait, ça a créé du conflit chez toi. Ces propres conflits intérieurs de speed, de stress, etc., te l'ont renvoyé implicitement. Je pense qu'elle s'en rendait pas compte, mais toi, tu l'as vécu comme tel, en fait. Il y a des trucs dont elle se rendait compte, notamment, moi, je pense aux jeux vidéo, parce que fatalement, quand t'es pas beaucoup avec tes parents, etc., il y a les jeux vidéo qui existent, c'est cool. Et mes parents étaient absolument contre ça, contre l'existence d'eux, et notamment parce qu'ils sont beaucoup dans la méritocratie, donc le travail, la lecture, tout ce qui est valorisé. Ils comprennent pas aussi que chaque individu est différent. En plus, il se trouve que quand on prend les gens différents, je suis potentiellement plus différent que d'autres. C'est aussi des risques qui sont possibles. Tout à fait. Donc tout ça fait que y a des choses dont elle se rendait compte, notamment il y a eu des gros conflits par rapport aux jeux vidéo. Mais si globalement j'étais ce qu'on peut considérer comme un très bon enfant, très très sage, et pourtant il y a eu des très très gros conflits, quoi, parce que pour le coup je suis très, on peut dire, carré, et moi quand ça passe pas, il n'y a pas de notion de c'est la hiérarchie, c'est les parents, bref. Mais parce que tu as besoin, je reviens là-dessus, tu as besoin d'être vu, entendu, reconnu. Je demande vraiment aux parents, s'ils le veulent bien sûr, mais je suggère, ça sera mieux, les parents d'aller voir la pyramide de Maslow. Est-ce que tu connais ? C'est les besoins fondamentaux. En fait, tout part de là. Un enfant, quand il est vu, entendu, reconnu, il est nourri dans ses besoins prioritaires, et ça crée forcément des choses beaucoup plus belles que quand tu es dans des injonctions, des « tu dois »,« il faut ». Mon Dieu, ça serait tellement bien si on pouvait éradiquer ça maintenant, et de dire « et si ?» T'as compris maintenant, même quand tu auras des enfants, tu vois, « et si ?» Qu'est-ce que tu en penses etc. Ça ouvre le champ des possibles, le champ des discussions. Donc voilà. Je pense qu'il faut aussi comprendre que même quand tu as des enfants qui ont, par exemple, 27 ans, c'est toujours des choses sur lesquelles il y a possibilité de travailler, même la notion de confiance. Et aussi, je sais que des fois, ça peut sembler particulier parce que mes parents ont un côté où ils considèrent que j'ai un diplôme qui fait de moi quelqu'un d'extrêmement intelligent, supérieur sur plein de points. Et pourtant, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de prise en compte de ce que je dis. Mais c'est aussi pour moi parce qu'ils ignorent l'aspect émotionnel. Il y a un côté où je serai toujours un enfant, et il y a un autre côté où en fait quand ils intellectualisent tout ça, j'ai plus de diplômes qu'eux, j'ai patati patata, il y a plein de choses sur lesquelles ils vont considérer que je suis plus intelligent, mais en même temps, vu que cette sphère émotionnelle n'est pas du tout écoutée, je suis toujours un enfant, et ce que je dis c'est ce que dit un enfant, quoi. Oui, je comprends tout à fait. Ça serait long à expliquer, mais là, en l'occurrence, ce que moi j'entends, c'est vos rapports ne sont pas basés sur de la confiance. Et en fait, c'est ça. Toi, en fait, j'imagine qu'à un moment, tu as dû être en colère par rapport à ça.
Parce que, en fait, toi, tu n'es pas ton diplôme, en fait. Toi, tu es Marius avec ta spécificité et tu n'as pas pu les exprimer. Même maintenant, à l'âge que tu as, je suis certaine que, en fait, tes parents ne te voient pas tel que tu es véritablement. Ils voient une partie, en fait. Par contre, la différence, c'est que je l'ai exprimé. Après, Ouais. il y a des choses qu'ils refusent de voir. Il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre aussi. C'est pas grave. Franchement, en fait, ils ont tous leur propre chemin. Mais tes parents montrent, c'est toi qui vas leur montrer le chemin, en fait. Franchement, je t'invite à vraiment introspecter. Si tu veux vraiment approfondir, il y a des pratiques très intéressantes dans le livre. Tu peux aussi faire tes propres recherches, trouver ce qui te correspond aussi toi-même, faire preuve de créativité et tu vas être un modèle aussi pour eux. Hein. Moi, je répète, hein, les enfants sont nos instructeurs, toujours. Hein. Ça, c'est... Et tu vas leur montrer la voie. Tu sais, moi, j'ai une maman qui a un certain âge. Elle a tellement évolué ces derniers temps, ces dernières années, en fait. Donc, à n'importe quel âge, on évolue. Ouais, et surtout, il y a plusieurs. Dans la vie de chaque individu, il y a plusieurs stages. Et je sais que ma mère fait un peu plus ce chemin. Elle essaye de comprendre. Elle part de loin, mais elle essaye d'aller vers ce chemin-là un peu. Bien sûr. En tout cas, être créatif, être ouvert à l'autre, vraiment regarder son enfant comme un enfant unique, avec ses spécificités, son authenticité. Je crois que c'est vraiment la voie pour créer du lien très intéressant avec son enfant. Ouais, ce qui est facile à dire, mais très difficile à faire pour certaines personnes. Alors, si jamais, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel on vit, parce qu'il y a des personnes qui vont être exposées à des gens qui ont cette sensibilité-là, et qui comprennent ça, qui ont eux-mêmes ce discours. Et t'en as qui vont être un peu plus isolés de tout ça, quoi. Pourtant, c'est simple. Moi, je te dis, dans le livre, en fait, je parle de pratiques que j'ai mis en place avec 27, 28, 29 élèves qui ont eu des résultats incroyables sur eux. Parce que les enfants, ils ont cette capacité à switcher très vite. Et ils ont aussi cette capacité à entrer en eux-mêmes, à aller dans le cœur, à regarder les trésors cachés. Je l'exprime vraiment de cette façon-là pour l'avoir expérimenté devant plein d'enfants. Donc, on croit que c'est difficile, mais non, c'est pas si difficile. Je pense qu'il y a une chose à retenir aussi, c'est que les petites actions créent les grands résultats. C'est pas la peine de se dire oh là là, ça ne va pas dans la relation avec mon enfant, c'est conflictuel, je vais essayer de mettre tout ça en place. Oh là là, non, mets des actions tous les jours, 5 minutes, et tu vas voir ce qui va se passer dans les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après. C'est la régularité qui crée vraiment les résultats. C'est vrai que les petites actions, enfin, forcément, déjà, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Je sais que même moi qui ai fait beaucoup de travail, etc., il y a des choses que je pourrais pas faire, et même des. En vrai, pour le coup, bon, ça c'est aussi notamment quelque chose que je suis en train de voir avec la psy. Mais même moi, je pense que j'ai tendance à minimiser toutes les cicatrices que j'ai. Et, enfin, et je sais que j'ai dû prendre vraiment beaucoup de distance avec mes parents. Il y a une période où je pense que c'est important aussi de comprendre tout le langage de l'enfant. Et je sais qu'il y a une période où je portais tout le temps un casque avec eux parce que leur énergie, leurs ondes, etc. Je voulais vraiment prendre le plus de distance possible, même au moment qui était obligé, parce que j'étais obligé de manger avec eux. Bref, je mettais un casque, ils n'aimaient pas ça. Et même leur dire que je mettais un casque parce que leur façon d'exister, en fait, c'est pas facile. Hein. Je comprends tout à fait. Moi, je dirais que en t'écoutant, il y avait une sorte de rejet vis-à-vis de tes parents. Est-ce que ça te parle, le rejet ? Ouais. Ok. En fait, ça te donne des indications sur toi. Quelle part de toi tu rejettes à l'intérieur de toi ? C'est vraiment ça. Et quand tu vas arriver à dénouer et à laisser la place à ces parts de toi qui sont encore dans l'ombre, qui ne sont pas en lumière, que tu vas être accompagné là-dessus, tu vas voir, c'est assez magique. Comme on est des êtres vibratoires, quand tu commences à dénouer des choses chez toi, en face, ça s'allège, ça se dénoue, ça se fluidifie. Et t'as pas forcé. C'est ça qui est dingue, en fait. Tu vois ? C'est assez incroyable et assez magique. Mais c'est comme ça. J'essaierai. Je pense que là, on leur a donné pas mal de ressources. Si jamais ils veulent recréer du lien avec les enfants, est-ce que tu as peut-être un truc que tu vas ajouter ? Surtout qu'à chaque situation conflictuelle ou autre, il y a des solutions. Et c'est pas la peine d'aller chercher très très loin. Des fois, c'est vraiment des actions simples. C'est pour ça que je le dis, des actions simples que tu mets en place de façon régulière. Ça crée vraiment des choses qui sont assez miraculeuses. Moi, je l'ai vraiment expérimenté auprès d'élèves où c'était très compliqué au niveau comportement et avec mon fils aussi. Et voilà, rester positif,
Je vous incite vraiment et je vous encourage et je vous invite à aller lire ce livre qui vous apportera, à mon avis, de beaux bénéfices. Et puis aussi, faites-vous confiance en tant que parent. Soyez créatifs. Ça s'apprend aussi d'être créatif. C'est très important en fait dans ce cheminement, et vous allez voir, la relation avec votre enfant va petit à petit, si elle est distendue, elle va se ressouder petit à petit. Si elle a besoin de s'approfondir, vous allez trouver aussi des choses pour l'approfondir. Faites-vous confiance, vos parents, et commencez par vous-même. Commencez par nourrir vos propres besoins. Super. Donc, ils peuvent te retrouver sur Instagram, c'est ça? Tu as un compte depuis Ouais, peu. alors Laurence Michel Pro, donc tout en attaché. Et puis le Voilà, tu as livre. ton livre qu'ils peuvent Ouais. retrouver sur... Alors sur plein de plateformes, On mettra le lien dans Amazon, la description, comme ça, voilà, ça sera plus Amazon, facile. BOD, plein. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci Marius, à très bientôt.